Adam Bloss presents. On se retrouve au niveau terreur. Salut Maggie, fais gaffe au traîner, on vient de tirer. Hey, Il penche encore à gauche. non, il penchait pas. Code d'alerte 2319. Dégagez pour intervention. Paré à la manœuvre. Écartez-vous. Attention. Monstres et compagnie est un film d'animation culte. Et si, en l'occurrence, il n'est pas particulièrement sous-coté ou surcoté, je n'ai que très peu vu d'analyse vraiment approfondie à son sujet. Pour moi, Monstres et compagnie, ça fait pas partie des films sous-cotés, parce que c'est régulièrement cité parmi les meilleurs Pixar, parmi les meilleurs Disney, parmi les meilleurs films d'animation du 21e siècle. C'est pas non plus surcoté, parce que je trouve que c'est très bien. Personnellement, c'est un film que j'ai toujours considéré comme, je sais pas, un top 10 de mes films d'enfance. Et j'aimerais savoir en vrai, vous, où est-ce que vous le situez, Monstres et compagnie, et surtout, qu'est-ce qui vous a plu dans le film. Moi j'avoue que j'avais un peu du mal à comprendre ce qui me plaisait dans le film, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et cette analyse, parce que ça m'a permis d'en apprendre plus, et de mieux comprendre ce qui marchait pour moi dans le film, et ce qui m'a plu. Aujourd'hui, on va donc revenir rapidement sur les coulisses de la naissance du film, qui a connu des rebondissements étonnants, mais assez révélateurs. Puis, on va s'intéresser plus globalement à la représentation des monstres dans notre imaginaire et de la manière dont le long métrage traite avec brio ce thème. L'idée de Monstres et compagnie naît lors d'un déjeuner de brainstorming en 1994 chez Pixar, alors que le studio est en pleine production de Toy Story. Et pour vous dire à quel point ce déjeuner a sûrement été le repas le plus productif du cinéma d'animation du siècle, il en est également ressorti les idées des films Mille et une pattes, Wall-E et Nemo. Bref, John Lasseter, Pete Docter, qui sera en charge du film, Andrew Stanton et Joe Ranft souhaitent de nouveau explorer l'imaginaire de l'enfance et lui donner vie. Après s'être attaqués aux jouets, les monstres apparaissent comme un terrain de jeu particulièrement fertile pour les scénaristes. Mais calmons-nous tout de suite. À ce moment-là, on est encore très loin des aventures de Boo, Bob et Sully. Le synopsis du film, dirigé par Pete Docter, qui s'appelle alors Monsters, est un trentenaire qui combat différents monstres qui tentent de lui faire peur. Chacun de ces monstres aurait alors représenté une peur d'enfance du personnage principal. On pourrait alors rapprocher ça d'un mélange entre Scott Pilgrim ou encore un chant de Noël, avec une personne littéralement rattrapée par les monstres de son passé et qui se trouve obligée de s'y confronter. L'idée est finalement abandonnée et à la place, c'est un enfant qui est choisi pour incarner l'humain. A noter qu'à la base, il était prévu que ce dernier ait environ 7-10 ans, mais alors que le scénario se resserrait sur sa relation avec un seul monstre d'un monde rempli de monstres comme celui du film, il a été décidé de rajeunir l'enfant pour le rendre plus dépendant de la bête, ce qui explique pourquoi Boo semble avoir plutôt 3 ans. Sully était alors le personnage principal, cependant il devait s'appeler Johnson et ressemblait étrangement à Bob dans ses caractéristiques. Il était technicien de surface et un monstre incapable de faire peur. Au départ, il était même prévu qu'il ait des tentacules, ce qui a été abandonné car cela risquait de détourner trop fortement l'attention des jeunes enfants. L'histoire n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est donc au fur et à mesure des réécritures que le script a pris vraiment forme, que Bob est apparu en sidekick rigolo pour donner le film qui est sorti en 2001. À la base, il était prévu que Boo croit que Sully était en fait son frère qui se déguisait en monstre et qui du coup était pas du tout effrayé, et ce qui expliquait pourquoi Boo n'était pas du tout effrayé par Sully. Finalement, ça n'a pas été gardé, comme vous avez pu le constater, mais je trouve que c'est toujours intéressant de se pencher sur les premières ébauches de script ou de scénarios des films qu'ont connu notamment des réécritures, parce que c'est là souvent qu'on voit le mieux ce qu'a voulu raconter le film, parce que c'est sur les changements. Par exemple, tout le message de la peur, l'acceptation, de l'inconnu, et tout ce message, il disparaissait complètement avec ce premier scénario. Le long métrage est un immense succès et donnera vie à un préquel qui pourrait être intéressant à analyser, de même qu'une série sur Disney+, qui ont tous les deux reçu un accueil un peu plus timide en comparaison à l'original. Et je ne pense pas vous apprendre grand chose en vous disant que la particularité du film vient de son traitement des monstres.
ce qui ne vous étonnera pas vu le nom du long métrage. Mais pour bien comprendre toute la subtilité et le message de Monstres et compagnie, pour moi il faut également se pencher sur la raison pour laquelle les monstres sont des êtres effrayants pour nous, et leur origine. Le mot monstre vient du latin monstrare qui signifie avertir. Il est donc intrinsèquement relié au danger, voire à la peur. Les créatures terrifiantes, quelle que soit leur forme, peuvent donc amener à différentes interprétations et analyses. Dans son livre intitulé The Monster's Body is a Cultural Body, Jeffrey Jerome Cohen suggérait l'idée selon laquelle les monstres qui composent notre environnement social représentent et incarnent des angoisses culturelles propres à notre époque. Par exemple, les super-héros, qui à bien des égards peuvent être considérés comme des monstres, souligneraient les angoisses liées au recul de la religion dans nos sociétés occidentales et du besoin d'un dieu tout-puissant. Ils sont donc le reflet de nos angoisses et de nous-mêmes. En 1972, Rudolf Arnheim disait à ce propos que, dans une certaine mesure, le monstre est devenu un portrait de nous-mêmes et du type de vie que nous avons choisi de mener. À mon avis, c'est en prenant ce prisme et en adoptant cette analyse que les scénaristes ont construit le premier script. Le trentenaire qui se bat contre des monstres qui représentent ses angoisses n'est rien d'autre qu'un homme qui se bat contre lui-même. Le monstre est alors appréhendé comme le reflet obscur de soi que l'on refuse de voir. Pour le psychanalyste Paul Denis, la peur des monstres vient de notre confrontation à nous-mêmes, une manière de combler un vide angoissant par cet agresseur qui symbolise nos démons intérieurs. Aujourd'hui, l'interprétation et la représentation la plus répandue du monstre est tout autre. La philosophe Michela Marzano le résume parfaitement dans son ouvrage qui traite de la peur, où elle dit « Notre peur surgit face à l'inconnu. Elle exprime la crainte des autres, la peur de l'étranger, de l'ennemi, du monstre, du différent, ainsi que la volonté d'écarter de soi l'irréductible altérité qui habite tous les êtres humains. Pourquoi a-t-on peur des monstres ? Car ils représentent autrui, l'inconnu. Le monstre est une agression venue de l'extérieur, au même titre que les martiens ou les virus tels que le Covid. C'est particulièrement visible dans un film comme La forme de l'eau, où c'est bien le caractère alloctone de la bête qui effraie les humains. Dans la version finale de Monstres et compagnie, on retrouve complètement cette vision du monstre et même de l'autre comme un danger. Le philosophe Stephen Asma explique en interview que la xénophobie est un fil rouge tout au long de l'histoire des monstres. Ceux qui sont différents de nous suscitent le dégoût, la peur et la méfiance, et c'est à ce titre qu'ils sont régulièrement les antagonistes de nos œuvres de fiction. Il y a une infinité de manières d'appréhender ce film, Monstres et compagnie. Personnellement, j'ai choisi un angle d'analyse autour de la figure du monstre et de la peur de l'inconnu, mais par exemple, je sais que très régulièrement, l'analyse qui revient le plus souvent est une analyse quasiment politique sur à quel point le besoin de rentabilité, voire même le capitalisme et les grandes entreprises peuvent pousser à commettre des actes ignobles et à transformer les gens en monstres, notamment parce que c'est ça en fait l'enjeu, la clé du film, c'est un chef d'entreprise qui est poussé par ses actionnaires à essayer de faire de plus en plus de chiffres et qui du coup s'entête dans quelque chose qui en fait va le mener à sa perte. Il y a plein d'articles sur le sujet, je pense qu'il y a même des vidéos YouTube, donc je vous renvoie si cet angle vous intéresse, mais c'est pour vous dire qu'on ne traitera pas de ça aujourd'hui, mais c'est conscient, c'est voulu. Et c'est dans la mise en scène de l'imaginaire des créatures effrayantes et de cette peur de l'autre que Monstres et compagnie va exceller, car il va venir renverser le point de vue. Comme tout bon argumentaire, le long métrage s'ouvre sur ce qui pourrait être la doxa, l'opinion populaire, les attentes de l'audience. Une chambre d'enfant dans le noir, on entend les parents lui dire bonne nuit et même les cigales au loin. On se dit donc qu'on a affaire à la classique scène du monstre qui s'introduit dans la chambre et va venir s'attaquer à l'humain. Le jeu sur le hors-champ, les ombres et les formes sont typiques d'un film d'horreur. La forme menaçante et inconnue se penche au-dessus de l'enfant qui crie. Et là, le film se renverse. La lumière s'allume sur le monstre qui crie à son tour, effrayé par l'enfant. Cette scène d'1 minute 30 qui sert d'incipit à Monstres et compagnie résume le message. Chacun a peur de l'autre, de l'extérieur. Et le reste du film suit pourtant typiquement le scénario des films de monstres.
Dans son ouvrage Save the Cat, Blake Snyder offre différents canevas de scénarios selon les genres. L'un d'eux se nomme Monster in the House et s'articule autour d'un monstre qui pénètre une maison, à entendre un lieu au sens large, à cause d'un péché. Ici, la maison est Monstropolis, la ville des monstres. Le péché est la cupidité de Léon et Waternoose qui souhaite extraire un maximum de cris d'enfants. Et le monstre est Boo. La disruption est alors d'autant plus efficace qu'elle suit le schéma habituel du film du genre. Pour cela, Sully, Bob et même l'ensemble des habitants de Monstropolis sont transformés en humains. On voit se mouvoir une société similaire à la nôtre, extrêmement normée entre travail, vie de couple, date au restaurant, voire vie de famille. C'est alors l'humain qui est érigé en grande menace, en témoigne la scène de décontamination de la chaussette et les nombreux avertissements à leur sujet. Cette séparation entre les deux mondes, celui des humains et celui des monstres, est en plus représentée de manière concrète et matérielle par la porte, qui aura toute son importance dans la scène finale. La porte est ce qui permet de passer d'un monde à l'autre. De la même manière que Narnia et son armoire, cette dernière va représenter dans un premier temps le danger, ce qui explique son maniement par des machines très sophistiquées. Mais à la fin, elle va finir par représenter le lien qui unit Boo et Sully. En effet, comme vous avez pu le constater, le film va rapprocher la petite fille et le monstre. La peur, et en particulier la peur de l'inconnu, va être surmontée par la prise en compte de l'autre. Puisque dans cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer un inventaire des philosophes, je vous propose ce que Montaigne expliquait à ce sujet, et que je trouve très à propos. Il disait que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouveauté nous apporte. L'apparition du monstre relève d'un manque de raison et d'expérience. Pour lui, il s'agit alors de dépasser nos a priori, notre jugement dogmatique, pour voir à travers le monstre. L'inconnu, en l'occurrence le monstre, ou Sully, dès lors qu'il devient ordinaire, perd ses traits effroyables. La reconstruction par Sully de la porte à la fin montre bien le lien très fort qui désormais le lie à Boo. C'est bien lui qui a réussi à dépasser ses jugements dogmatiques. Si je trouve Monstres et compagnie réussi, c'est parce qu'il parvient parfaitement à capter l'essence même des monstres et l'imaginaire qui les accompagne. Il a pleinement conscience des enjeux intrinsèques à ces derniers, mais plutôt que de les suivre bêtement ou de les renier complètement, le film propose simplement de changer de point de vue, de renverser la focale. Bob, je crois qu'elle a sommeil. Sommeil? Et si tu lui trouvais un petit coin bien au chaud pour faire un somme? Pendant que je m'esquinte! De la même manière que Toy Story offrait le point de vue des jouets sur le traitement que les enfants leur réservaient, ici nous avons celui des monstres, des inconnus que nous rencontrons, et de la manière dont eux aussi peuvent nous percevoir comme une menace. Ça peut paraître évident ou un peu simpliste, mais je pense que c'est primordial comme message à faire passer, surtout auprès de jeunes enfants qui sont parfois encore dans la phase égocentrique où il n'est pas évident pour eux que le reste du monde est véritablement un point de vue différent du leur. L'enfant, qui pourrait être naturellement tenté de s'identifier aux humains de Monstres et compagnie, en est tout simplement empêché par le film. Boo n'a pas spécialement de personnalité, de dialogue, ni même de background. Tout est fait pour que l'on s'identifie à Bob et Sully, pour qu'on s'identifie au monstre, à l'inconnu, à autrui. Le film va mettre en évidence que le monstre est avant tout une perception. Comme je l'ai dit, dans le film, le monstre c'est Boo. Et Boo, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est l'inverse de la description et des caractéristiques physiques qu'on donnerait à un monstre habituellement. C'est un petit enfant assez mignon, qui en plus a pas l'air trop relou, mais ça devient un monstre aux yeux de Sully, de Bob et des autres habitants de Monstropolis. Et ça va approfondir un peu ce que disaient les philosophes sur le fait que les monstres sont à la fois un reflet de nous-mêmes, à la fois la peur de l'inconnu. En fait, les monstres sont une création humaine et une création de notre regard. La plupart des philosophes s'accordent à dire que les monstres n'existent pas sans les humains. Parce qu'en fait, c'est les humains qui les créent et c'est nous-mêmes qui les créons par nos perceptions. Alors, Monstres et compagnie va venir appuyer sur l'aspect social et la construction sociale dont résulte la création d'une figure monstrueuse. C'est alors pour moi l'ensemble de ces ingrédients, de la culture du monstre, à la mise en scène de la peur, puis de la normativité, à la relation avec l'inconnu et au renversement de point de vue, que Monstres et compagnie doit son succès. Et c'est aussi pour moi ce qui explique
les accueils moins dithyrambiques des œuvres de l'univers qui ont suivi, car elles ne respectaient pas ce schéma. La sortie de notre zone de confort, non pas pour nous bousculer, au contraire, pour nous en offrir une autre, inconnue, mais tout aussi agréable. Le monstre n'a donc pas besoin d'être affronté, simplement compris et accepté pour ce qu'il est. If you enjoyed this video, you might like this one about the hidden face of Toy Story. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. Trust me. See you next Sunday.